Dans cette seconde partie, Pierre Jour, nous allons évoquer votre œuvre romanesque. Elle est considérable, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs titres particulièrement marquants, des titres emblématiques. Mais la première question porte sur le langage. On a évoqué la novlangue, l'écriture inclusive, cette langue un peu dévoyée. Et face à ce détournement du langage, ce détournement vicié que vous évoquez, le roman et la littérature en général sont-ils des refuges ou des armes? Waouh, ça c'est une question. Je n'ai jamais pensé que le roman devait être un refuge hors du monde. Vous publiez, donc vous influez sur les consciences, vous entrez dans les esprits, par conséquent vous êtes responsable. Vous êtes même responsable parce que vous ne dites pas. Sartre reprochait à Flaubert de n'avoir jamais rien dit sur les révolutions de son époque, etc. Il n'avait pas tort. Écrire, c'est un choix de représentation. Donc on est comme disait Sartre, en situation. Dès lors qu'on influe sur les esprits, c'est pour ça aussi que c'est important la critique, parce que la critique, ça consiste à essayer de montrer que certains écrivains créent des représentations qui sont fausses, qui perpétuent des représentations stériles. Éric Chevillard, par exemple, ça pourrait être l'exemple même de l'écrivain de la Tour d'Ivoire qui s'occupe pas du tout de la société, qui fait son œuvre ciselée dans son coin, mais pourtant, quand on le lit, ça influe forcément sur notre représentation du monde. Donc la littérature est une arme, qu'on le veuille ou non? Une arme, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a une action. Elle a une action sur les esprits et donc sur la société. C'est un levier. Oui, alors je ne sais pas ce qu'on peut lever avec ça, mais j'ai une petite idée. Je veux dire, je me suis rendu compte... on se rend pas toujours compte de ce qu'on fait, en fait. On en prend conscience a posteriori. Je me suis rendu compte de ce que je faisais et voulais faire qui concernait en effet les esprits. Merci beaucoup pour cette réponse, Pierre Jour. Et je pourrais le développer, mais après... Non, allez-y. Vous avez tout le temps pour développer, profitez-en. D'accord. Une représentation commune voudrait qu'il y ait la réalité et que l'art, la littérature, etc., soit une fiction par rapport à la réalité. C'est-à-dire qui se construit, qui représente ce qui est avant, cette espèce de masse qu'on va faire passer dans le langage. Eh bien, je ne suis pas du tout sûr de ça. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qu'on appelle la réalité? En fait, la réalité que nous vivons, c'est d'abord... Pardon. On a un petit incident technique. Allez-y, poursuivez. C'est déjà une fiction. Que faisons-nous dans notre vie? Nous faisons des projections, nous nous souvenons, nous nous racontons notre vie, nous nous racontons des mensonges. Ça, c'est la condition humaine. Et c'est le travail que faisait Proust, d'ailleurs, pour montrer à quel point les gens se construisaient une vie qui en réalité ne vivait pas. Et c'est évidemment démultiplié par la société actuelle, où nous sommes baignés dans un océan de mots et de représentations que nous ne maîtrisons pas. Par conséquent, je me suis aperçu petit à petit en écrivant que la vraie fonction de la littérature, c'était tenter d'avoir une fonction critique, c'est-à-dire de montrer à quel point nous nous nourrissons de fiction, de démonter ces fictions et de tenter de créer les conditions d'un retour à la réalité. D'ailleurs, Proust le disait déjà, l'art et la littérature
crée les conditions de notre expérience. Crée les conditions de notre expérience. Tout à coup, dit-il, dans la rue, on s'est mis à voir des Renoirs. Parce que Renoir avait un certain succès. Je crois que c'est Umberto Eco qui disait peut-être que personne ne serait tombé amoureux si on n'avait pas parlé d'amour. C'est-à-dire si le discours amoureux ne s'était pas répandu au Moyen-Âge par le Trobarclus. La littérature féconde le réel, en quelque sorte. Féconde le réel, crée les conditions d'une appréhension plus riche, plus complexe du réel. Ce que fait Proust dans À la recherche du temps perdu, c'est d'abord un travail critique. Il montre à quel point la vie sociale est faite de fiction et d'illusion, la vie amoureuse est faite de fiction et d'illusion, et il tente de montrer le chemin pour revenir à la réalité. Merci beaucoup. Alors, la littérature pour vous est un sport de combat, la preuve, et nous avons des gants de boxe qui l'illustrent toujours sur cette table. Puisqu'il est question de votre œuvre romanesque, maintenant il y a un titre qui va vous imposer en 2003, de même que la littérature sans estomac vous avait imposé d'une certaine manière, il y a ce titre, Pays perdu, un livre culte aujourd'hui, et peut-être même le titre emblématique pour votre œuvre. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Ce n'est pas forcément réducteur, c'est bien aussi pour un écrivain peut-être d'avoir un titre auquel on pense tout de suite, quand on pense à lui. Oui, non mais loin de moi l'idée de renier ce livre. Simplement, c'est un de mes premiers, c'est pas le premier, mais c'est un de mes premiers. Ça remonte, j'ai fait des choses depuis. Et puis, c'est un livre un peu autobiographique, ce qui n'est pas mon genre préféré. Je préfère les œuvres d'imagination. Donc, je ne le mettrai pas au centre, en fait. Mais bon. Ce ne serait pas votre choix à vous? Non. Non. On va tout de même en parler un petit peu, parce que je crois que c'est un livre qui a beaucoup marqué ses lecteurs, hein, pas seulement les lecteurs auvergnats, et à Clermont-Ferrand vous avez beaucoup d'aficionados. Ou l'inverse. C'est-à-dire? Je me souviens d'être venu, il y a déjà quelques années, dans une émission d'une radio locale à Clermont, et le journaliste me dit mais pourquoi vous n'aimez pas l'Auvergne? Comment ça, j'aime pas l'Auvergne? J'ai une religion de l'Auvergne quasiment, je me prosterne. Vous dites toujours que c'est noir. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ce sont les psaumes. Pourquoi le noir, c'est pas beau? Pourquoi c'est toujours la lumière qui est belle? Enfin, vous voyez, Alors même si ce ne serait pas votre choix, ce retour que j'ai souvent sur ce livre, un livre emblématique vous concernant, est-ce que c'est un retour que vous avez souvent de la part de vos lecteurs? Et si oui, à quoi attribuez-vous ce caractère emblématique de Pays perdu, au-delà des polémiques qui ont suivi l'ouvrage? Aucune idée. Donc je ne sais pas, franchement. C'est vrai que ce que vous dites. C'est vrai qu'on en parle tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une réponse, donnez-la moi. Je crois que j'en ai une, mais elle va se dessiner au fur et à mesure de cette seconde partie. On en reparlera peut-être à la fin, devant le public ou entre nous. J'ai une autre question, plus précise peut-être. Vous dites que vous avez envie d'embrasser la terre du Cantal quand vous la retrouvez. J'ai entendu cette formule. Oui, tout à fait. Oui. Comment les forces de la terre, comment les forces telluriques irriguent-elles votre écriture? Je pense à un livre de Bergogneau qui s'intitulait Géologie et qui tendait à montrer l'influence de la Terre sur les êtres qui la surplombent. Y a-t-il une influence de la Terre sur l'écriture et si oui, peut-on la définir? Ouais. On peut le faire. On peut le faire. Alors, c'est quand même un petit peu... Mon village, Lussau, est dans une région un peu particulière qui s'appelle le Pays coupé. Où ce sont quelques langues volcaniques qui descendent du Césalier. Césalier est juste derrière. Ça veut dire que ce sont des plateaux très étroits, coupés par des gorges très profondes, avec des villages minuscules, entre 1000 et 1100 mètres à peu près, mais vraiment des trucs tout petits. Et je crois que ce qui a contribué à me former vraiment, tout à fait, mais ça c'est vrai, littérairement,
c'est le fait que ce sont des endroits qui sont à la fois extrêmement, je veux dire, on ne peut pas être plus enraciné que moi, en fait. On est dans la même maison depuis au moins le XVIIe siècle, vous voyez, la même maison. Et en même temps, cette expérience de l'enracinement, je crois que j'essaye de le dire en Pays perdu, c'est que c'était une expérience de « on est vraiment nulle part ». C'est le rien, c'est le vide. Et ça a déjà alimenté une réflexion sur le sentiment d'une présence, d'une valeur très forte, mais d'une présence qui repose sur le rien, sur le vide. Et quand j'étais gamin, je partais alors dans la forêt, dans les gorges, tout seul pendant des heures et des heures et des heures. Et c'était une manière peut-être propédeutique du vide de l'esprit. Voilà. Faire le vide, se laisser aller à cette espèce de présence dont on ne sait pas très bien en quoi elle consiste. Et je pense que c'est une ouverture, en effet, à l'écriture. Ouais. Mais vous voyez, c'est pas sur le mode. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Littérature et authenticité », un texte philosophique, en fait, pour démontrer l'illusion de l'idée d'authenticité. C'est-à-dire que mon rapport à cette terre, c'est pas l'idée qu'elle a une valeur parce que on s'y habille comme ça, on chante ça, il y a un folklore, etc. C'est un peu l'anti-folklore. C'est plutôt l'expérience de l'absence. Et justement, Pays perdu, c'est aussi un livre de l'absence. L'absence à différents niveaux. La présence peut-être de certaines choses, mais aussi il y a beaucoup de choses qui se dessinent en creux dans votre écriture. Est-ce que vous tenez beaucoup à cette dimension de l'implicite? C'était une question que je n'avais pas prévue. Elle me vient en vous écoutant. En même temps, c'est un peu bizarre de ma part de parler d'implicite alors que je n'arrête pas d'accumuler des pages. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Oui. Oui. Non, c'est plutôt le sentiment, ce sentiment térébrant de l'irréalité. La base de Pays perdu, en quelque sorte, c'est l'idée que on va dans la terre de ses ancêtres. Ça, c'est de la réalité, ça, c'est du solide, c'est la terre. Et puis, on va enterrer une jeune fille, la mort. Là, la vache, ça, c'est... Là, on souffre, c'est dur, c'est vrai, c'est la réalité. Avec l'idée qu'une expérience forte, c'est la réalité. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on se trouve devant ces expériences complètement démunis. Complètement démunis. Ce n'est pas un sentiment de réalité, mais un sentiment d'irréalité. Quelqu'un est, quelqu'un n'est plus. Aucun esprit ne peut faire la jonction entre les deux. Ça n'est pas réel. Et c'est ça c'est justement parce que ça n'est pas réel qu'on est complètement démuni par rapport à ça. Voilà. On reparlera de cette idée d'irréalité dans une autre question. Alors pour rester dans l'image de la Terre, on a parfois le sentiment à vous lire que vous avez envie de creuser, que vous cherchez à atteindre le centre ou le cœur de quelque chose. S'agit-il de quelque chose de définissable? C'est le cas. Avez-vous à cœur donc de creuser, de chercher à atteindre le point névralgique? Ou est-ce une exploration sans fin? Oui, non, je pense que ça n'a pas de... Je crains que ça n'ait pas de fin. Si c'est une fin, j'arrêterai d'écrire, sans doute. Ce qu'il y a de... Je m'en aperçois dans chacun de mes livres, c'est qu'il y a une conjonction entre deux choses très différentes. Ce sont presque toujours des livres assez brutaux. Il y a vraiment des expériences de brutalité très fortes. Parce que la brutalité, c'est la tentative justement de se confronter au réel. Comme disait Lacan, le réel c'est quand on se fait mal. Quand on se cogne, c'est réel.
Et puis, on est souvent aussi aux frontières du fantastique. Il y a pas mal de fantômes, il y a pas mal de choses bizarres, parce que là encore, c'est une manière de faire trembler ce qu'on considère comme réel pour voir jusqu'où ça peut aller, en fait, pour le mesurer. Donc il y a à la fois ces deux choses-là qui se confrontent. Mais c'est pareil, c'est ce qui est intéressant dans les sports de combat. Dans les sports de combat, vous prenez des coups, vous vous sentez bien dans la réalité, vous en donnez et vous mesurez que vous pouvez modifier la réalité de quelqu'un, même physiquement, si je peux dire. Et donc c'est très intéressant parce que c'est une manière de se sentir exister, de faire exister l'autre par rapport à soi, de mesurer un peu, qui il est, comment il réagit, quel est pas seulement son physique, mais son mental aussi. Et donc, j'ai toujours fait une espèce de parallèle entre les sports de combat et la littérature. C'est une comparaison que vous faites en effet régulièrement, qui est très parlante. Donc on avait fait un bon choix avec ces gants de boxe. Ils ne paraissent pas trop anodins. Non. Merci beaucoup. Alors on va parler, je cherchais un autre extrait de Pays perdu, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Non, il y a un autre roman que vous avez publié en 2005, et là, la dimension de l'ouvrage parle d'elle-même. Vous pouvez le voir, c'est un ouvrage de 500 pages. On a l'impression que vous franchissez une sorte de palier avec ce roman. Vous passez une étape supplémentaire et que vous arrivez à un roman monstre, en quelque sorte. Je m'explique, sauf si vous voulez réagir. Non, puisque vous passez de l'écriture enchevêtrée, mais assez resserrée, de Pays perdu, à celle parfaitement proliférante de Festin secret, dirait-on. Alors ce choix, ce passage, si c'est réellement un passage, s'est-il fait naturellement ou était-ce un choix de votre part? Vous êtes-vous dit, je veux me lancer dans une espèce d'œuvre complète, maintenant encore plus ambitieuse? Non, on ne se dit pas les choses comme ça. On se dit pas les choses comme ça. On a des images, on a des obsessions, on a des sujets et on les traite. Il y a des stratégies littéraires, ça existe. Mais là c'était vraiment pas le cas. J'avais vraiment besoin d'écrire ce livre, pour des tas de raisons. C'était une vraie nécessité. Oui, absolument. Et peut-être même plusieurs nécessités conjuguées. Vous aviez l'air d'employer le pluriel en disant « j'ai eu des raisons qui m'ont poussé à l'écrire ». On a considéré que c'était un livre sur l'éducation nationale. D'ailleurs, vous-même me l'avez dit. Oui, c'est un aspect quand même assez frappant dans l'ouvrage. Mais c'est loin d'être le seul, j'en parlerai dans la question suivante. Au départ, c'était pas du tout évident que je situe ce texte que ça soit un prof, le personnage principal, le narrateur. C'est venu dans un second temps. Il se trouve qu'il a eu le prix lycéen des... Alors, évidemment, parce que c'est très facile, et tous les journalistes se jettent sur les sujets sociologiques parce que c'est facile à traiter. Donc c'est un pamphlet sur l'éducation nationale, etc., etc. Oui, c'est ce qui rattache le livre à la réalité. Mais alors, quand j'ai eu le prix Renaudot des lycéens, il y avait un amphi qui était rempli de lycéens, et toutes les questions, aucune question n'a porté sur l'éducation nationale. Aucune. De la part de lycéens, ils avaient compris que c'était un livre sur le mal. En fait, c'est un livre métaphysique sur qu'est-ce que le mal. Et si je l'ai situé dans l'éducation nationale, c'est que mon personnage est un paranoïaque, et que, mis dans une situation où, celle de tous les profs, qui est une situation difficile, vous êtes là, et vous êtes face à des regards, sans arrêt. Ça ne fait qu'aggraver son cas, en quelque sorte. C'était ça, surtout l'éducation nationale. Et aussi, un système que j'ai mesuré de près, un système devenu fou, un peu kafkaïen, et que j'ai poussé pratiquement jusqu'au fantastique, parce que quand il erre dans les couloirs de l'institut de formation, effectivement, on est un peu presque dans
dans un passage fantastique. Mais c'était pas ça l'essentiel, en fait. C'est un roman à la deuxième personne. Au début, je l'avais écrit à la troisième personne, j'ai dit ça ne va pas, ça marche pas. Donc j'ai tout effacé. Je l'ai écrit à la première personne, j'ai écrit, je me suis dit non, il y a quelque chose qui marche pas. Je parle des 20 premières pages ou des 30 premières pages. Et il y a beaucoup de commentaires qui ont dit oh, c'est la deuxième personne, comme la modification de Butor, pourquoi, quel intérêt, etc. Sans voir qu'en fait, quand le personnage dit, en parlant de lui-même apparemment, tu fais ci, tu fais ça, tout le monde dit bah, pourquoi il dit pas je? Mais parce que c'est pas lui qui parle. Il est habité par une voix qui influe ses représentations, qui influe sur ses actes, et qui est le mal en lui, et qui va finir par rencontrer physiquement. Dans la question suivante, j'allais vous parler du caractère foisonnant de cet ouvrage, bon, un récit quand même d'une extrême noirceur, des pages proches du brûlot qui sont insérées dedans, des considérations sur l'époque, une entrée dans le fantastique, vous l'avez dit vous-même. On a l'impression qu'il y a une multitude de pistes malgré tout, et qu'on doit chercher à se repérer, et c'est ce personnage aussi qui erre un peu à la recherche, sans le vouloir peut-être, de ce mal. Oui, non, mais c'est ça vraiment le sujet. Il découvre, alors il est reçu, il a une petite chambre, comme ça arrive encore souvent pour des jeunes profs, il a une petite chambre dans une maison bourgeoise, et il découvre des pratiques un peu bizarres de la bourgeoisie locale, etc. Finalement, le propos était de montrer à quel point le mal n'est pas repoussant, mais séduisant. D'ailleurs, c'est une vieille histoire, la séduction du diable. Et c'est une question qui va venir, justement, la question du mal en littérature. Vous parlez de la perte du réel, enfin, de l'irréalité, la question de l'irréalité. Cette question revient souvent dans votre œuvre. Alors, voyez-vous dans la littérature un moyen d'explorer les limites de la réalité, et si oui, est-ce pour les repousser ou pour mieux les redéfinir? On rejoint un peu l'idée de perte de sens évoquée dans la première partie. Non, je crois que j'ai répondu au début à cette réponse. C'est-à-dire, il y a à la fois une fonction critique, montrer des gens qui sont en proie à des discours qui leur mentent, et c'est le cas du personnage, c'est vraiment le cas du personnage central de Festin secret, et essayer aussi de rechercher ce que serait une vraie expérience. Il y a en fait mon roman préféré, en réalité, ça s'appelle L'heure et l'ombre. Et L'heure et l'ombre, ça raconte l'histoire d'un homme qui construit toute sa vie sur une interprétation d'un souvenir d'enfance. Et on ne sait pas si cette interprétation est juste ou pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de pousser à bout ce que nous faisons tous dans nos vies, c'est-à-dire nous raconter des histoires. La question de l'instance énonciative revient souvent aussi chez vous. Qui parle pour dire quoi? Oui, parce que j'ai très rarement... j'ai un peu de mal à aborder le récit à la troisième personne, où il y a un auteur omniscient qui dit, au passé simple en général, il fit ça, il rencontra machin, et puis il devint ça, etc. Parce que précisément ça ne me semble pas réaliste. Je me sens mal parce que je pense que c'est faux. Et je pense que c'est faux parce que nous sommes un tissu de discours. Donc c'est une manière, à mon avis, de rejoindre la réalité, de dire quelqu'un parle, qui? Et il parle à quelqu'un. Vous savez, on se parle beaucoup dans notre tête, et une question qu'on peut se poser, c'est, mais au fond, à qui je parle? À qui je parle quand je tiens mes discours? Est-ce que c'est à mon père? Ça peut arriver aussi, ça. Est-ce que c'est à un tel? Est-ce que c'était une instance que je me suis créée? Et ça, c'est la vraie question. Et c'est pour ça que tous mes livres sont des discours, en fait, et non pas des récits simples. On va parler d'un autre ouvrage, un ouvrage important. Et pardon, je vous interromps.
Et du coup, ça crée... c'est souvent l'élément du suspens narratif. C'est-à-dire que l'intrigue et le suspense, c'est... Celui qui parle et celui à qui on parle, c'est qui? Comment? Est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va le découvrir? Et parfois ça arrive, effectivement. Un autre ouvrage très important, La Première Pierre, qui est intimement lié à Pays perdu, alors explore aussi d'une autre manière le rapport entre réel et fiction. C'est paru en 2013, ça fait suite à un épisode tragique que vous avez vécu. Souhaitez-vous revenir rapidement dessus ou est-ce qu'on passe directement à la question? Est-ce que vous souhaitez évoquer le contenu de cet ouvrage pour le resituer? Oui, parce que tout le monde n'est pas censé connaître ça. Donc j'ai publié Pays perdu chez Éric Nolot, qui était un tout petit éditeur, je n'étais pas connu du tout. En parlant de... Enfin, le sujet de Pays perdu, c'était en gros deux choses. Les obsèques d'une fille d'amis, qui avait 13 ans, qui est morte d'une leucémie. Et c'était l'occasion de faire défiler aux obsèques toutes les figures du village, les morts et les vivants. Et puis l'histoire très particulière... raconter l'histoire très particulière de mon père. Et il se trouve que je pensais, et d'ailleurs ça a été pris comme ça dans la presse et dans la plupart des lecteurs, que c'était un livre d'éloges. Je me disais même en l'écrivant, oh, je fais trop d'éloges, je fais trop de lyrisme sur ce pays, etc. etc. Ça n'a pas été pris comme ça sur place par certains, pour des raisons très complexes. Alors on pourrait y passer 2 heures. Hein. Enfin, c'est pour ça que j'ai écrit La Première Pierre, pour essayer d'analyser pourquoi. Mais lorsque nous sommes revenus au village avec ma compagne et mes 3 enfants, j'ai eu sur le dos 6 ou 7 personnes qui voulaient me lyncher, très clairement. Très clairement. Bon, j'en ai esquinté quelques-uns. Et ils ont ramassé des pierres, ils ont lancé sur les enfants. Il y a un enfant d'1 an qui a été couvert de sang, etc. Donc il a fallu filer très très vite. Et ils ont déposé plainte en premier pour coups et blessures. De sorte que j'étais foutu si la doyenne du village, qui n'avait pas assisté à tout ça, qui avait 90 ans à l'époque, n'avait pas été déposée pour dire non, ça s'est pas passé comme ça, c'est de la légitime défense, etc. Voilà. Donc c'est cet épisode alors j'essaye d'analyser effectivement qu'est-ce qui a pu, quels sont les ressorts qui ont pu être tendus pour produire ça. C'est assez complexe en fait. C'est un ouvrage très complexe et d'un genre très particulier, puisque ce n'est pas un roman, ce n'est pas un texte purement autobiographique, ce n'est pas non plus un texte métalittéraire qui s'interroge sur la littérature elle-même. Ça participe peut-être un peu de tout ça. Si l'incidence de la littérature sur le réel, les relations conflictuelles qu'ils peuvent avoir, non? Beaucoup de choses qui finalement beaucoup de questions qui se posent dans ce livre. C'est toujours la question du réel et de la fiction. Toujours. Parce que là encore, un paysan dans un petit village, chaque paysan est un romancier, en fait. Il n'arrête pas de produire de la fiction. De la fiction sur les maisons environnantes. Il en raconte, ça s'invente pas. Moi, ma fermière, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, entrait dans la maison régulièrement pour prendre le café, un bout de tarte, etc. Les murs, ils font 1 mètre d'épaisseur, la porte était fermée. Elle arrivait, elle disait « Alors, tu sais pas, il s'est passé ça. » Et elle commençait à défiler son roman, en fait. Et il y a une fiction très particulière qui est la fiction du secret. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde sait tout. Vous êtes sous surveillance permanente, en fait. Même si vous allez au plus profond des forêts, il y a toujours un mec avec des jumelles qui va vous repérer.
Donc, les histoires des familles courent tout le pays. D'ailleurs, je ne les aurais pas sues si on ne me les avait pas dites. Et donc, on ne peut pas vivre avec ce sentiment qu'on est transparent. Donc, on doit se construire une fiction qui est « les gens ne le savent pas ». Et ma faute, en quelque sorte, c'est pas d'avoir dit les choses que tout le monde connaît, c'est d'avoir rompu cette fiction. Et c'est pourtant le boulot de la littérature de rompre les fictions, justement. Les fictions qu'on prend pour la réalité. C'est ce que j'ai fait. J'avais tort, sans doute, mais l'histoire de la famille est basée sur une fiction, complètement, sur un roman. Ma grand-mère était mariée avec un type qui avait, comme beaucoup d'Auvergnats à l'époque, on est au début du XXe siècle, avait fait fortune dans la récupération, les pots, les machins, etc. Et puis, ils engagent le jeune cousin germain de ma grand-mère, qui devait avoir 10 ou 15 ans de moins qu'elle, Émile, très sympathique. J'ai lu les lettres du mari de ma grand-mère en disant « Ah oui, Émile, il est très bien, c'est un garçon très bien ». Et puis le mari de ma grand-mère part à la guerre de 14, et pendant la guerre de 14, ma grand-mère avec Émile fait mon père. Et évidemment, c'est pas assumé parce que tromper son mari qui est au front, c'est pas terrible. Donc elle le fait disparaître, elle le met en nourrice très loin, et puis elle finit par le récupérer en construisant ce roman que c'est son employé et son chauffeur. Et elle venait au village en voiture, mon père conduisait, disait c'est mon chauffeur. Tout le monde le savait, tout le monde le savait. Mais l'important, c'était de maintenir la fiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart du temps, ces choses se savent dans tout le canton, sauf dans la maison. Mon père me l'a dit, c'est l'origine en partie du livre, mon père me l'a dit quand j'avais 26 ans. Alors que tout le monde le savait, sauf moi. On va revenir, si vous le voulez bien, à la thématique du mal que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est une thématique qui a nourri la littérature de Shakespeare à Dostoïevski bien avant et bien après. Ça, c'est sûr. Mais là, je vais vous prendre à contre-courant, si j'ose dire, en vous citant une phrase de Claudel. « Le bien est plus intéressant que le mal parce qu'il est plus difficile. Alors, est-il possible d'écrire de manière intéressante sur le bien? Et si oui, comment envisagez-vous cette écriture du bien ?» Vous savez que là vous me posez un problème que je me pose tous les jours. Pourquoi est-ce que j'écris des livres aussi noirs, aussi violents, aussi... Oui, on devrait pouvoir. C'est ce qu'a fait Dostoïevski avec L'Idiot, qui est un roman merveilleux. Il faudrait essayer, ouais, il faudrait que je m'y mette. Je vais essayer. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Sans doute que je dois me débarrasser d'un certain nombre de choses. Ça se commande pas. Hein. Un jour, je parlais avec un journaliste de La Montagne, de Dante, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Il me disait, je n'ai pas pu terminer la lecture du paradis. Ben, c'est ça le problème, ouais. C'est ça. Il a ajouté, mais je crois qu'on n'est pas fait pour le paradis. Non, mais c'est pas faux. Mais je suis en train, à part L'Idiot de Dostoïevski, je suis en train de chercher des exemples de livres sur le bien, mais... Gilles, qui n'aimait pas Claudel, disait qu'on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. J'allais le citer. Ouais, mais on doit pouvoir le faire, mais malheureusement, aujourd'hui, on fait beaucoup trop de littérature avec de bons sentiments, donc j'ai toujours envie d'aller contre. Vers le mal toute. Contre, mais en allant vers lui. Mais il faut bien, il faut bien l'explorer, oui. Oui, parce que en fait, je pense que on a aujourd'hui une analyse peut-être exclusivement sociologique de ce qu'est le mal. Je pense que c'est très superficiel. Je pense vraiment que le mal est inhérent à l'homme.
De ce point de vue-là, je ne suis ni gidien ni claudélien, je suis bernanosien. Je veux dire, le plus grand roman sur le mal, c'est Monsieur Wynne de Bernanos, qui est l'incarnation du mal. Ouais. Immense livre et qui tient beaucoup à cœur à Juan Asensio, qu'on a reçu. Oui, oui, ça c'est sûr, oui. Et c'est un très grand roman qu'on ne cite pas assez, Monsieur Wynne. Donc cette question du mal, elle apparaît ne serait-ce que par les titres de vos livres, Paradis Noir, Festin Secret, même Le Maréchal Absolu, on pourrait finalement toujours deviner un peu cette thématique. Vous dites que vous écrivez des textes très noirs. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus, vous avez l'air de vouloir intervenir. Non, c'est un fait, et j'ai tendance à me le reprocher, justement, en me disant, est-ce que c'est pas une facilité, au fond ? En tout cas, c'est plus fréquent d'explorer la noirceur en littérature, vous l'avez dit vous-même. L'idiot, cas unique, l'idiot de Dostoïevski. Oui. Pour autant, votre œuvre n'est pas dénuée d'humour. Vous aimez l'humour, vous en avez fait une arme contre beaucoup de choses. Vous imitez le langage administratif dans Festin Secret, vous imitez parfois une novlangue aussi, vous aimez un petit peu pasticher les langages. Alors la question... Je pense que la plus grande œuvre du monde, s'il est dépourvu d'humour, il lui manque quelque chose. Il lui manque une distance avec elle-même, une manière de ne pas se prendre complètement au sérieux. Par exemple, je suis un fanatique de Julien Gracq, j'ai fait ma thèse en partie pour Julien Gracq, mais ce qui me gêne maintenant, à la longue, c'est qu'il n'a aucun humour, pratiquement, et il manque quelque chose de l'esprit dans une œuvre sans humour. Et de la distance. Il faut toujours se battre contre soi-même. Et l'humour est une manière de se battre contre soi-même, pas seulement la satire, oui, elle est très présente, mais aussi une manière de se remettre en cause. Et de se détacher, de se placer en retrait aussi, et savoir engager un corps à corps avec soi-même. Oui, tout à fait. En fait, c'est toujours cette question de combattre ce qu'on est. C'est pour ça que je suis au fond si choqué par l'idée qu'on accorde une valeur a priori à quelqu'un sans savoir ce qu'il dit, sans savoir ce qu'il fait, parce que j'ai toujours vécu la vie intellectuelle comme un combat contre soi-même, comme si on n'était jamais construit, jamais bien, jamais parfait. C'est une visée un peu absurde, un peu excessive, mais c'est un peu un enjeu de ce que j'écris, oui. Oui. Donc l'humour n'est pas un contrepoids, comme on le croit souvent, à la noirceur ou à la dureté. Il permet d'aller plus loin dans l'exploration. Ah, c'est pas un contrepoids, non. Ça fait partie de... C'est un peu dialectique, c'est la négation de la négation. C'est-à-dire que si je suis effectivement... si j'écris des choses extrêmement noires, extrêmement sérieuses, et si je les prends uniquement au premier degré, ça veut dire qu'elles se prennent comme valeur. La noirceur devient une valeur. Or, ça doit être le contraire. Dès qu'on prend ce qu'on fait comme une valeur, c'est mort. Donc, négation de la négation, humour, refuser la valeur a priori de ce qu'on fait. Merci pour cette nouvelle réponse, Pierre Jourde. Alors, pour terminer cet entretien, nous avons évoqué votre œuvre romanesque. Je voulais vous citer, je reprends cette fois La tyrannie vertueuse. À propos de la question du mal, je voulais le lire tout à l'heure, vous dites « La représentation du mal en littérature peut certes le rendre séduisant, mais cette séduction même, lorsque nous en prenons conscience, est la meilleure garantie contre son pouvoir. » Là aussi, on est dans la lutte. Vous disiez « vers le mal, mais pour aller contre lui ». C'est peut-être aussi, sans vouloir revenir à la première partie, ce que n'ont pas compris les wokistes par rapport aux œuvres. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'erreur d'un certain progressisme
de faire l'impasse sur cet aspect de la nature humaine à laquelle il faut aussi s'attaquer. Et ça n'est pas, justement, ça n'est pas une affaire politique, ça n'est pas une affaire sociale, c'est une affaire de représentation, donc c'est le boulot de la littérature. Vous déniez à la littérature une intention moralisante. Vous écrivez « Notre époque moralisante remet en cause toutes ces avancées depuis un siècle et demi. Elle le fait aussi par ignorance parce que la littérature ne nous nourrit plus, etc. etc. » Oui, vous savez ce qui est... Je suis parfois très très étonné. Je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec une troupe de lecteurs qui font des spectacles. Il y avait des spectacles à thème à une époque, et c'est moi qui choisissais les textes et les thèmes. Alors il y a eu le sport, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu des parodies, et il y a eu un thème qui était le sexe, la littérature érotique. Et j'avais choisi un certain nombre de textes du XVIIIe siècle. On a chaque fois eu un invité d'honneur. Pour le sport, c'était Poulidor, qui était charmant. Et pour le sexe, c'était une hardeuse dont je ne connaissais pas... Mon fils la connaissait, qui s'appelle Katsuni, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a qui était une charmante jeune femme de 30 ans, complètement refaite pour se plier aux impératifs physiques. Et elle a écouté ses textes très, très attentivement, on l'a fait monter sur scène pour dire ce qu'elle en pensait. C'est quand même quelqu'un qui a un Sodomie Award, hein, donc c'est quelqu'un de très sérieux. Et elle a dit « J'ai été choqué. J'ai été choqué. » On est quand même dans une époque qui, par rapport à certains textes qui sont publiés, est assez étonnante aussi. Merci beaucoup. On a bien compris que pour vous, la littérature doit nourrir son lecteur autrement qu'en étant prescriptive, autrement qu'en lui fournissant des solutions de facilité, mais au contraire, en le faisant entrer peut-être dans ce que Nathalie Sarraute appelait l'ère du soupçon, tout simplement. Oui, tout à fait. Et alors, il y a ça. Là, on parle de choses très sérieuses, mais j'insiste aussi sur le fait que un roman, on y met vraiment, normalement, on y met tout ce qu'on est, on y met... Et en même temps, c'est un artisanat. C'est un artisanat qui s'apprend, une construction d'intrigue, ça se fait pas comme ça. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup d'expérience, parce qu'il faut aussi arriver à attraper son lecteur. Et un des buts de mon artisanat, c'est de le rouler dans la farine. C'est-à-dire de lui faire croire qu'on va dans une certaine direction, qu'on va dire certaines choses, et tout à coup de lui montrer qu'il s'est trompé. Justement, dans cette espèce de propédeutique de remise en cause de nos représentations. C'est-à-dire qu'il faut à la fois intéresser, retenir l'attention, mais en restant toujours dans le but de ce qu'on veut dire. Je vous garantis que c'est pas toujours facile. Parfois ça loupe. Vous avez évoqué votre affection, je crois que c'était pour L'heure et l'ombre, parmi tous vos romans. Oui, parce que L'heure et l'ombre roule dans la farine son lecteur, dans la mesure où il ne s'aperçoit pas que le premier signe typographique du roman, ce sont des guillemets, qui ne se referment qu'à la fin du roman, où il reste quelques phrases qui renversent tout, en fait. C'est-à-dire qui oblige le lecteur à réinterpréter tout ce qu'il a lu. Et c'est pas seulement pour ça, mais c'est en partie pour ça que j'aime bien ce roman. Merci beaucoup Pierre Jourde. Alors, pour terminer cette interview, je voulais vous citer, vous m'excuserez, c'est une fois de plus la tyrannie vertueuse, mais la citation était tellement belle, et elle peut rejoindre la question de la littérature. Là aussi, je feuillette d'une main, soyez patient, page 235. Cette dimension fondamentale de l'humain, il est en dette
en dette envers le monde, envers les autres, envers lui-même. Ce qu'il est n'a aucun sens s'il se résume à engranger ce qu'on lui donne et à en réclamer toujours. L'homme est en dette de la vie, du monde, de l'amour, de ce qu'il est et qui n'appartient à nul autre. C'est une très beau passage, pardon. Et je voulais simplement vous demander si vous avez tenté de régler votre dette envers le monde en écrivant. Ah, mais ça, c'est une sacrée belle question. Oui, je me sens en dette, vraiment, en permanence. Et c'est très ambigu, le fait d'écrire. Parce que on dit toujours oh, l'écrivain, il donne à ses lecteurs. Mais il se donne à lui, d'abord. Il fait le malin, l'écrivain. Il se produit devant les gens, il est content, il passe à la télé. Donc, au départ, à mon avis, la littérature même, c'est une faute. C'est une faute narcissique. C'est utiliser le langage pour soi-même, à son propre profit symbolique. Et un travail mental, c'est de s'en apercevoir, de ne pas quitter la littérature, mais d'essayer de l'utiliser pour dépasser ce point. Voilà, et pour effectivement payer sa dette. Mais ça ne peut se faire que au long d'un processus un peu long, un peu compliqué. Merci beaucoup, Pierre Jourde. Avez-vous quelque chose, une libre parole à ajouter au sujet de cette œuvre romanesque qui vous tient tant à cœur dans toute votre production? Non, vraiment, vous avez posé les bonnes questions. Merci. Merci à vous. Alors, avant de conclure, on a un message pour vous. Bonjour le Club Janus, bonjour mon cher Bruno, bonjour mon cher Pierre, bonjour à toutes et à tous, comme dirait notre ami, en tout cas le mien, Augustin Trapenard. Mon cher Pierre, je suis absolument ravi que tu te trouves en si bonne compagnie, à une place à laquelle je me trouvais pas plus tard que l'année passée. Et ma foi, si tu as survécu à l'étape rabelaisienne du déjeuner avec Bruno, c'est que tu n'es pas un homme complètement dépourvu de saines ressources. Dis-moi, je voulais à tout hasard savoir si tu éprouvais, comme je l'éprouve, lorsqu'approche la période faste des rentrées dites littéraires, le même sentiment de dégoûtation, de révulsion face à ce que l'on ose nous proposer comme des romans et qui, la plupart du temps, ne sont que des bouses plus ou moins liquides, poissant nos doigts, nos yeux et notre nez. Et si, comme moi, en conséquence, tu ne te réfugiais pas d'une certaine manière dans une espèce de thébaïde à la Désessinte, toi qui, au passage, as fait avec André Guyot une remarquable édition en poche d'à rebours, si tu ne te réfugiais pas dans la lecture de grands textes, dans la lecture ou dans la relecture de grands textes. Je suis en train d'en relire un, que je lis rituellement à peu près tous les 2 ans, Les Morticoles de Léon Daudet, absolument truculent et qui a tout dit par avance, du ridicule, du tragique-comique, grotesque de la crise que nous avons connue, voici peu, la crise sanitaire, avec un délire flicard et scientiste absolument extraordinaire. Et comme tu le sais, j'ai découvert un roman torrentiel, s'inscrivant dans la lignée de Darien, de Blois, même de Céline, salué par Nimier, salué par Lucien Robatet, salué par Michel Déon et même par Paul Morand, ce qui n'est quand même pas rien. Je parle, et nous en avons parlé tous les deux, je parle des Français de la décadence, d'André Lavacour, publié et aussitôt oublié par Gallimard en 1960 et qui depuis est devenu absolument introuvable. J'en ai fait une note elle-même torrentielle sur Stalker, j'en ai parlé à Nolo sur Twitter, mais Nolo étant, comme nous le savons tous, très occupé par la signature de ses
ces exemplaires de livres et aussi par le fait de choisir son meilleur profil sous les caméras. Nous en avons parlé par courriel, mais depuis effectivement que tu as laissé tomber ton blog, tu as moins de prégnance d'une certaine manière médiatique. Donc je me demandais si le destin d'un texte, d'un roman pareil, surécrit, torrentiel, je l'ai dit, ne disait pas quelque chose de profondément juste sur l'état des lettres françaises, sur la nullité. Je ne veux pas faire de généralité, bien sûr, mais disons la nullité à peu près observable partout de la littérature française. Maintenant, je crois qu'un prix récent a même été décerné, ça doit être le Médicis, un texte qui a été relu et plus ou moins réécrit par un sensitivity reader. Cette atrocité anglo-saxonne, eh bien, nous nous y mettons. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas terminer, je ne sais pas à quel moment de l'entretien vous vous trouvez, ton passage en terre clermontoise. N'oublie pas, si tu y vas, d'aller faire un tour à la librairie Les Volcans. Et tiens, je crois que c'est Augustin Trapenard qui arrive sur sa pétrolette. Il veut venir me casser la figure, probablement. Pétrolette, pas très écologique, visiblement. Donc, si tu vas faire un tour au volcan, essaie de voir si la montagne de romans d'Annie Ernaux s'est enfin écroulée, ou alors si quelqu'un, un courageux alpiniste, a osé y planter son drapeau au sommet. Excellente fin de Raoult, et à bientôt, je l'espère. Il n'y va jamais de main morte. C'est le film. Alors, oui, j'ai une petite précision à apporter, ça ne vous dérange pas. Non, simplement, Juan Asensio, qu'on a reçu il y a un an, voulait vous adresser ce message. Je voudrais simplement indiquer que le fameux repas rabelaisien, c'était un repas assez sérieux, comme disait Lino Ventura à propos d'un repas avec Jean Gabin, un repas qu'on avait eu à Clermont, et simplement défendre un petit peu les volcans, parce qu'il les attaque avec la pyramide d'Annie Ernaux, mais il sait très bien, pour y être allé, qu'il y a quand même un très très grand choix au volcan, et c'est une librairie où je vais souvent, je voulais quand même avoir un petit mot pour les soutenir. Mais je vous laisse réagir. Oui, Juan, effectivement, ne sauve rien de la littérature contemporaine, enfin, oui, pratiquement rien. C'est un discours auquel j'avais du mal à adhérer, parce que mon idée, c'était que la littérature française contemporaine était extrêmement vivante, mais que simplement, on ne nous donnait pas les bonnes pistes pour accéder aux bons textes. C'est-à-dire qu'il y a une telle surproduction qu'on est paumé. La critique, je vous disais tout à l'heure, à mon avis, elle est lamentable, elle ne recommande pas les bons textes. Donc, le boulot du critique aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire de temps en temps, c'est d'orienter vers les bons textes qui existent. Je suis pas, d'ailleurs, par exemple, Chevillard, pour moi, c'est un génie absolu, mais Juan ne l'aime pas. Je ne sais pas s'il a lu... je l'évoquais tout à l'heure, pour moi, c'est une grande... Abel Quentin. Pardon ? Abel Quentin. Oui, Abel Quentin, et puis cette femme... Carole Martinez. Carole Martinez. Je trouvais un immense écrivain, à mon avis, c'était Richard Millet, avant qu'il se vautre dans la paranoïa et une espèce de folie. Donc, il y a des textes simples, mais je le suis en ce sens que de plus en plus, je suis effrayé par le fait qu'il n'y a plus de place que pour le réalisme. Nous sommes dans une époque du réalisme absolu. Qu'est-ce qui se publie et qu'est-ce qui est primé, en fait ? Soit vous parlez de vous, donc c'est une forme de réalisme, la confession, le réalisme de la confession. Alors ça, de la confession, ça passionne tout le monde. Ou alors, vous faites un biopic, vous trouvez un savant oublié qui a inventé la boîte de conserve et vous faites sa vie et vous allez avoir le prix Médicis. Ou vous faites un roman sur la guerre de 39 ou la guerre de 14. C'est-à-dire biopic, histoire, confession, on nage dans le réalisme. Or, ça me gêne
D'abord parce que c'est une monoculture, une domination absolue, et une époque où il y a une monoculture littéraire n'est pas vivante, n'est pas bonne, c'est un peu comme les cultures industrielles, hein, ça tue tout autour de soi. Et puis aussi parce que ça crée l'illusion, que je dénonçais tout à l'heure, que la réalité existe d'abord et qu'il faut l'exprimer. Alors que je crois que c'est pas le boulot de la littérature, justement parce que nous sommes tissés d'imaginaires, tissés de mythes, et la littérature a longtemps fonctionné, notamment sur les mythes. Et c'est vrai que du coup, comme le dit Roanne, à force de tomber sur des trucs comme ça, alors que je lisais pas mal de littérature contemporaine, j'ai un peu baissé les bras. Et c'est vrai que je lis Henry James, je lis Plutarque, je lis Polybe, je lis des choses comme ça, je lis les Balzac que j'ai pas lus, je crois que ça y est, j'ai épuisé le sujet, et j'y trouve beaucoup de satisfaction. C'est pas mal, avoir épuisé Balzac, beaucoup n'y arrivent pas en une seule vie. Oui, si, ça fait, oui, c'est fait. Merci beaucoup, Pierre Jourde, romancier de l'irréalité, ou de la revendication d'un droit à l'irréalité, la recherche de l'irréalité. Quelle serait la meilleure formule pour conclure? La recherche de la réalité. À travers l'irréalité. Ouais. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous pour ce long entretien. Je crois qu'on a abordé beaucoup d'aspects. Vous êtes très, très bon pour, comment dirais-je, faire sortir des choses intéressantes. Merci beaucoup. Mais c'est à vous que nous devons... C'est à vous que nous devons la réussite de cet entretien. Je voulais remercier toutes les personnes présentes. Merci beaucoup de contribuer au succès du Club Janus. Je vous dis à la prochaine rencontre. Et je souhaitais malgré tout, avant de finir, ce sera le dernier mot, remercier Pierre Jourde pour sa venue, pour son brio, pour son talent, mais aussi, je voulais le dire, pour son extrême gentillesse. Et c'est une qualité, comme tout le monde le sait, excessivement rare en ce bas monde. Tout le monde dirait pas ça. Hein. On a eu droit au bon côté de votre personne. Bravo. Il n'y a pas de questions. On a le temps pour quelques questions du public, en effet, comme le suggérait Pierre Jourde. Maintenant, on peut passer à quelques questions du public. Qui aurait des questions à poser à Pierre Jourde? On fait passer le micro? Vous êtes sans doute comme moi, à l'approche de Noël, vous cherchez des cadeaux, et quel cadeau n'est plus simple et plus évident qu'un bon livre. Voilà. Donc, je vais préciser un petit peu ma question. J'ai des petits-neveux qui ont entre 6 et 13 ans. Et il y a cette phrase de Léo Ferré dans Poète vos papiers qui m'obsède depuis une semaine. On va poétiser le prolétaire. Il se trouve que l'éducation étant ce qu'elle est, ils n'ont pas forcément les mêmes lettres que les personnes présentes dans cette salle, de par leur jeunesse et de par l'éducation. Qu'est-ce qui serait, à votre sens, le plus abordable et qui pourrait leur mettre le pied à l'étrier, justement, de la littérature et de la poésie? Merci. Oui, c'est tout. Quel âge ils ont? Entre 7 et 13 ans. Oui, alors à cet âge-là, je lisais Oui, vous savez. Oui, non, mais justement, c'est un pied à l'étrier. Oui est une grande influence dans mon œuvre, sans rien. En 7 et 13... La vache, c'est dur, ça. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des livres qu'on dévorait quand j'étais gamin, mais qui me semblent devenus inaccessibles, comme Alexandre Dumas, par exemple. Le conte de Monte Cristo, c'est passionnant, mais il y a des tunnels quand même. Je pense que les gamins, ils s'en sortiront pas de là-dedans. Comment? Oui, non, alors, au risque d'être pris pour un iconoclaste, je ne commencerai pas par la littérature française. Je prendrai des recueils de nouvelles
de littérature américaine, des années 50 ou 60, où il y avait des textes très courts, extrêmement efficaces, qui se publiaient dans les revues de l'époque, Robert Sheckley, des gens comme ça, dont je me suis nourri quand j'avais 13-14 ans, qui me passionnaient et qui se lisent très facilement. Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Il y a des... vous savez qu'en fait, le polar est un bon accès à la littérature, parce que Simenon, je pense qu'il pourrait accrocher à Simenon. Il y a des polars américains qui sont magnifiques. Jim Thompson. Faites-leur lire Jim Thompson. Un roman de Jim Thompson. Alors là, s'ils n'adhèrent pas à ça, franchement, et c'est magnifique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une autre question? Que vous a apporté la pratique de la boxe? Des nions. des passages aux urgences. Je me suis aperçu que une certaine sûreté. J'ai pris conscience que je pouvais faire ça et que j'aimais ça. C'est-à-dire, j'avais pas peur des coups, que j'aimais bien cogner, Alors ça, c'est un apport. Le deuxième apport, c'est une connaissance de soi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis pas capable de faire? Une connaissance de l'autre. Et c'est vraiment un dialogue. C'est un dialogue physique, mais c'est un dialogue en fait très fin, dans la mesure de ce que fait l'autre. Donc c'est une interaction très intéressante, en plus toujours extrêmement respectueuse. Enfin, il y a parfois un ou deux cons, mais toujours on se salue, on s'embrasse, alors qu'on s'en est mis plein la gueule. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis c'est aussi, alors c'est un autre sujet, mais vous savez, quand on enseigne la littérature, on décortique les textes. Vous avez un poème de Baudelaire, on dit voilà ça, cet adjectif, il est placé là, etc. Et la question éternelle qui est justifiée, c'est mais monsieur, est-ce que l'auteur a pensé à tout ça? Alors, dans le cas de Baudelaire, qui est un cas un peu spécial, oui, à 80%, mais il reste 20%. Et puis surtout, ça ne se passe pas comme ça. Je leur réponds, quand vous faites une phrase, est-ce que vous pensez aux règles de grammaire? Non, vous n'y pensez pas. Quand le boxeur avance son pied gauche, déplace son profil, etc., est-ce qu'il y pense? Non, il n'y pense pas, parce qu'il a tellement répété. Au début, il y pense. Et quand on y pense, on n'est pas bon, justement. Mais on a tellement répété, on a tellement travaillé, que la forme finit par intégrer le corps. Et c'est ça aussi l'écriture. C'est-à-dire que on finit par intégrer un certain nombre de choses qui finissent par être à vous et qui sortent toutes seules. Un alexandrin, au début on l'apprend, et puis on en sort des mauvais. Et puis à force de l'apprendre, l'alexandrin devient comme un langage, comme une règle de grammaire que vous appliquez. C'est pareil pour la danse, c'est pareil pour la boxe. Oui, il y a une espèce de... Il y a une fraternité intéressante dans les sports de combat, où on ne se paye pas de mots. On est vraiment dans le contact, on ne se paye pas de mots, et en même temps, c'est une fraternité. C'est vraiment intéressant. Et puis, j'avoue que... Bon, j'ai pris quelques trempes, hein, incontestablement, et j'aime pas ça. Mais
il y a une volonté de puissance qui aime bien s'exprimer aussi. Faut pas le nier. Une réponse très détaillée. Merci beaucoup, Pierre Jourde. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions à poser. Oui, Pierrot? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. C'était pour vous demander, c'est une question que je me pose moi-même, c'est au niveau du rythme dans les écrits en général, en fonction de l'époque. Est-ce que vous ressentez une sorte d'accélération du rythme, que ce soit dans les récits, dans la littérature contemporaine, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 20, 30, 40 ans? Et si c'est le cas, j'ai l'impression que c'est un peu l'ambiance de l'époque d'aujourd'hui, qu'on veut du rapide. Tout à l'heure, quand on posait une question sur qu'est-ce que pourraient faire lire des enfants, vous disiez Alexandre Dumas, il y a des tunnels, ils vont s'ennuyer. Est-ce que la littérature n'est pas impactée aujourd'hui par ce refus du long? Absolument. Alors là, c'est tout à fait vrai. Et quand vous dites refus du long, on publie encore quelques gros romans, mais de moins en moins. C'est compliqué. Là, je viens d'en terminer un de 650 pages. Je ne suis pas fier de moi, parce que ça va pas passer comme une lettre à la poste. C'est de plus en plus difficile. Et quand vous parlez du long, il y a aussi la question de la phrase. C'est-à-dire que de plus en plus, la syntaxe se simplifie parce qu'elle est devenue beaucoup plus difficile à digérer pour le lecteur. La phrase complexe. Oui, c'est comme ça. Mais vous savez, bon, je suis publié chez Gallimard, alors je vous dis ça en confidence, ça ne doit pas sortir de la salle. Merde, ça va être surveillé. Ça risque de sortir malgré tout, à moins qu'on ne coupe ce passage au montage. Ça sortira pas d'Internet. Enfin, je vous donne quand même deux exemples qui moi, m'ont accablé. De quelqu'un qui me disait, mais je suis obligé de corriger le français des jeunes auteurs parce que c'est vraiment accablant. Et autre exemple, une amie qui présidait Belinda Cannon, alors voilà un bon écrivain contemporain, Belinda Cannon, qui présidait une tribune avec 3 jeunes écrivains. Et la question était, quelles sont vos grandes influences littéraires? Moi je réponds, j'y avais été là, j'aurais dit Proust et Henry James, parce que c'est vrai, et Borges. Et 2, c'était Harry Potter. Et 3e, c'était Zola, parce qu'elle avait étudié au lycée, quoi. Qu'est-ce que c'est quand même étonnant, à ce point-là? Ben oui, je ne sais pas quoi vous dire. Tous pris là-dedans, et même quel que soit le média, en fait. Une sorte de... Oui, mais vous savez, il ne faut pas non plus, exagérer ça. Je veux dire que j'étais chez Éric Chevillard là, au mois d'août, et il me disait, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Personne ne me lit. J'ai du mal à vendre 2000 exemplaires, 3000 exemplaires. Je dis, mais écoute Éric, souviens-toi que Verlaine publie à compte d'auteur 150 exemplaires, qui les épuisait pas au bout de 20 ans. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est complètement noyé dans la production. Et ça, c'est compliqué de s'y reconnaître. Quelqu'un a-t-il une autre question? Oui, Philippe, je te donne le micro. Si. Vous m'entendez pas, on n'entendra pas. Tu es court. Ah, d'accord. Oui, personnellement, j'aime beaucoup la part autobiographique de vos romans. Quand vous vous mettez en danger, mais vous avez l'air d'avoir pris un peu de recul par rapport à l'écriture autobiographique. Vous en diriez quoi? Non, c'est vrai que je l'ai pratiqué, et en même temps, c'est jamais vraiment autobiographique, c'est-à-dire il n'y a pas un livre où je raconte ma vie, en fait. Dans Pays... Bah non. Vous avez un exemple? Pays perdu... Non, Pays perdu, je raconte pas du tout ma vie. Je parle... On sent votre présence.
Ah oui, mais c'est pas pareil, justement. Oui, non, Ah bah non. Et en plus, comment dirais-je, l'instance énonciative, c'est un nous, parce que je suis pas tout seul. Et puis ça parle surtout du village, etc., de mon père. Mais ça, si vous... Il y a vos affects. Oui, d'accord, mais si vous avez des informations sur ma vie là-dedans, vous êtes très fort. Hein. Je pense que... Il y a le livre sur la mort de mon fils, mais c'est sur la mort de mon fils. C'est votre façon de ressentir. Oui, c'est ça, oui. Et puis le dernier, qui est plutôt dans la veine comique... Comment s'appelle-t-il déjà? C'est terrible, ça. Le voyage du canapé. Oui. Oui. Ça c'est nettement plus autobiographique. Oui, mais on ne sait jamais Mais... qui parle, finalement. Voilà, exactement. Les voix narratives. Voilà, exactement, c'est ça. Les lieux sont à la fois ancrés dans le réel, mais tellement irréalistes de par les angles. Oui, parce que c'est pareil, c'est toujours l'idée. J'ai un peu de mal à me mettre dans cette idée que voilà, je suis ça et je vais l'exprimer. Parce que j'ai l'impression que ce que nous sommes est toujours en construction, à remettre en cause, voilà, c'est pour ça, mais je pense que je vais m'y remettre au prochain, vous voyez. Donc, Vous avez l'art de la manipulation du lecteur. Ah oui, merci, j'en suis très fier. Vous roulez dans la farine, oui, vous l'avez dit. Ah ouais, Oui. Bah alors merci, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Une autre question? Oui, Sylvia? Alors, moi je me suis posé une question en lisant Festin secret. Au départ, on a un cadre lié à la réalité. Et puis, subrepticement, ça part en vrille, ça devient complètement surréaliste, irréel, jusqu'à la fin où on est, comme vous le dites, manipulé, roulé dans la farine. Et je me dis, mais comment il fait? Il a pris des substances? Comment vous faites? Voilà, là où j'aurais pu vraiment pu prendre des substances, c'est celui-là. Non, c'est pas Pays perdu, c'est la cantatrice avariée qui se passe à Clermont d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, celui-là il est bien barré, oui. Beaucoup voilà, plus que Festin secret. Quel est le truc en fait? Alors, si vous me faites l'honneur, d'abord s'il paraît, de lire celui que je suis en train de terminer, là, enfin qui est terminé, qui s'appelle La marchande d'oubli, vous penserez que Festin secret c'est très réaliste par rapport à ça. Je ne sais pas. Je crois que je ne veux pas m'ennuyer moi-même, et donc d'une certaine manière, je m'oblige à me surprendre quand j'écris. Voilà, c'est un peu ça, à faire des constructions un peu comme ça. D'accord. À la fin, on est bluffé, on se dit non, c'est... C'est ça. C'est ça. Ça recommence. Encore une question? Nicolas? On a oublié de remercier quelqu'un, la librairie à Chamalières, les raconteurs d'histoire. Tout à fait, nous remercions cette librairie qui a accepté de nous dépanner un peu dans l'urgence en plus, parce qu'on s'y est pris un peu tard, et qui a fourni des ouvrages de Pierre Jourde que vous pouvez acheter et que je pense vous accepterez de dédicacer. Dernier effort. Non, pas du tout, non. Aucune autre question? Ah si, encore une question. Alors attendez. Je vais la faire très court. Micro. Non, Micro. La voix, j'ai été prof, on me dit que je parle trop fort. Oui, on vous entend. Oui. Bon, quel est votre rapport à la poésie dans cette quête Ah ben, il est assez étroit parce que j'en écris et j'en publie régulièrement. Voilà, c'est ça. Par rapport à vos ouvrages, vos essais ou à vos romans où vous éclatez à la fois les voies narratives, les rapports au réel, et parvenez-vous dans un haïku forme extrêmement réduite à toucher ce que vous cherchez? Est-ce que j'y parviens? Toute la question est là. En tout cas,
je sais pas pourquoi, j'y tiens, c'est un langage que j'aime bien, mais j'aime pas la poésie mièvre. En général, ça donne pas ça du tout. Mais je pars aussi du principe qu'il y a une poésie du romanesque. Alors, souvent, on a considéré que le roman poétique, ça voulait dire que c'était un roman extrêmement écrit, c'est-à-dire où chaque phrase était extrêmement dense, chargée, etc. Mais la poésie du romanesque en soi, pour moi, c'est autre chose. C'est utiliser la narration, utiliser la temporalité pour créer une certaine forme d'émotion. C'est ça que j'appelle la poésie du romanesque aussi. Et pour la poésie elle-même, bah, j'ai commencé par ça. Comme tout le monde, hein, tout le monde écrit de la poésie, non? C'est pas un peu ça? J'écrivais des poésies absolument accablantes que je publiais dans une toute petite revue d'une maison de la culture, et j'aurais bien aimé arriver à récupérer tous les exemplaires pour les brûler, mais ça n'a pas été possible, tellement c'était mauvais. C'est difficile la poésie, hein, parce que aujourd'hui on considère comme poésie, on a inventé le vers libre à la fin du 19e siècle. En gros, c'était Marie Krzyzinska et Laforgue qui ont inventé le vers libre, Gustave Kahn. Donc on est dans les années 1880-1890. Et puis très rapidement, ça a donné, puisque je vais à la ligne, c'est de la poésie. C'est-à-dire qu'on a complètement séparé le poétique du musical. Or, pour moi, la poésie, c'est quelque chose qu'on doit entendre, quelque chose qui doit pouvoir se lire à haute voix, d'ailleurs c'est son origine, hein, la poésie, et créer une musicalité. C'est pourquoi on m'a dit qu'il y avait une réunion sur la poésie là, tout à l'heure, le 11 novembre, c'est ça, et qu'il y avait des slammeurs qui étaient venus. C'était une manifestation ici. Oui. Et les slammeurs, ils savent ce que c'est que le rythme. Et on revient au sens musical de la poésie, qui est le vrai sens, à mon avis. C'est pas parce que je fais la proposition principale, je vais à la ligne, je fais la circonstancielle, je vais à la ligne. La poésie, c'est pas une analyse logique, hein. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un excellent livre sur ce problème du vers libre, c'est La vieillesse d'Alexandre de Jacques Roubaud. Une excellente réflexion sur la poésie. On n'en finirait pas et on ne se lasserait pas de vous écouter, on resterait bien jusqu'à minuit ou 2h du matin, mais je crois que la carte mémoire de Stéphane ne suffirait pas pour tout enregistrer. Une fois de plus, on vous applaudit et on vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.